Nous allons tenter un exercice, j'espère qu'il va bien se passer, c'est de se mettre en connexion avec le Canada pour pouvoir... Ah mais voilà, c'est parfait. Bonjour Monsieur Doré. Bonjour. Voilà, miracle de la technologie. Donc Monsieur Doré qui est sociologue, professeur à l'Université de Laval et qui a beaucoup travaillé sur la question des garçons victimes, puisque son livre fruit de ses travaux qu'il a beaucoup fait connaître, s'appelle « Ça arrive aussi aux garçons ». Il a travaillé avec Samuel Lemitre, qui est donc psychologue clinicien et membre du Conseil d'orientation scientifique et technique, pour préparer cette intervention à deux voix. Donc je vais les laisser commencer la parole. Je ne sais pas comment vous êtes organisés. Qui commence ? Bonjour Michel. Oui, alors, bonjour. Alors, écoute, merci d'être là et on a peu de temps, mais on va y aller rondement. Absolument. On y va. Je te donne la parole et puis, comme on a dit, je viens ponctuer si nécessaire à certains points. OK ? Parfait. Merci. Alors, je vais débuter par me présenter d'où je parle. D'abord, je travaille sur ce sujet depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années. J'ai été travailleur social une douzaine d'années, plus précisément de 1978 à 90, ce qui ne me rajeunit pas. Et ensuite, je suis devenu professeur et chercheur les 25 dernières années à l'Université Laval. Alors, des victimes, donc, j'en ai rencontré, en particulier des garçons et en particulier des garçons victimes d'inceste. J'en ai rencontré soit pour des recherches, soit en entrevue, en relation d'aide, très certainement des centaines. J'ai écrit là-dessus, mais j'ai aussi créé le premier lieu d'aide aux victimes à Montréal qui s'appelle le CRIFAS. Si on a du temps, parmi les questions posées, j'en parlerai. Donc, il y a des choses qu'on peut faire très certainement. Je pense que l'introduction... ce que je viens d'entendre comme témoignage, ça me touche, ça me bouleverse, mais ça me dit aussi qu'il y a urgence à être non seulement à écouter, à intervenir, mais aussi à bien le faire. Et puis, vous allez voir, on va se poser 4 types de questions dans les 40 minutes qu'on a devant nous. Qu'est-ce qu'on sait précisément? Je vais me baser beaucoup sur les études canadiennes. Quelle est l'ampleur du problème? Et surtout, et je mettrai l'accent là-dessus, quel type d'aide peut-on apporter? Quoi faire, quoi pas faire selon les profils des garçons? Et enfin, un petit mot sur la prévention. Alors, Samuel, on peut y aller, on peut faire dérouler le PowerPoint si tu veux bien. Alors, OK. Alors, on a beaucoup d'études au Canada, au Québec là-dessus. 10%, on considère que 10% des garçons ont été ou seront, hélas, victimes d'agressions sexuelles, l'inceste étant le type d'agression le plus courant. Donc, 10%, c'est beaucoup, c'est un garçon sur 10. Ça veut dire qu'au Québec, par exemple, c'est 400 000 garçons. Et en France, la population française étant 10 fois plus élevée que celle du Québec, je pense que vous êtes dans les millions, là. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes se taisent, la grande majorité se taisent, on verra pourquoi tout à l'heure, mais les séquelles, elles, durent toute la vie et je pense que les témoignages qu'on vient d'entendre le montrent bien. Alors, fiche suivante maintenant. Il y a même parmi les garçons, certains garçons beaucoup plus vulnérables que d'autres, en particulier les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes LGBTQI maintenant. On ajoute des lettres à ça. Donc, les jeunes de la diversité sexuelle et de genre, 2 à 3 fois plus à risque, en particulier les jeunes trans, les jeunes non-binaires, les jeunes transidentitaires. On a ici, évidemment, le phénomène des Premières Nations. Donc, vous savez, les Premières Nations composent, selon les provinces au Canada, 2, 3, parfois 5% de la population. Et il y a, bon, je n'entrerai pas là-dedans, le temps file, mais il y a beaucoup d'histoires d'horreur, là, beaucoup d'agressions sexuelles, notamment par les communautés religieuses. Alors, donc, ça s'est transmis génération en génération, des patterns familiaux
disons, assez terribles. Et puis, évidemment aussi, certaines communautés ethniques culturelles, on est dans la mondialisation maintenant et on sait que dans certaines communautés, les jeunes ne peuvent tout simplement pas en parler et le vivent dans le silence parce que le respect pour les aînés est trop grand, même si les aînés vous battent, vous violent, etc. Alors, il faut avoir la lumière rouge qui s'allume parfois en sachant que certaines populations sont tout particulièrement à risque. Alors, fiche suivante. Définition à retenir. Bon, je sais qu'en France, il n'y a pas de clause particulière là, pour l'inceste dans le code criminel. C'est simplement un facteur aggravant, contrairement au Canada. Bon, mais hormis que l'inceste, évidemment, ça implique des gens qui ont un lien de sang, dit la loi québécoise, mais la loi française, à mon avis, est un peu mieux faite parce qu'elle prévoit que ça peut être des liens de sang ou de parenté, parce que ça peut être enfant adopté, bon, notamment. Mais hormis les liens familiaux, il y a donc une différence de maturité de pouvoir, ce qui explique beaucoup le silence, une absence de consentement ou une non-validité du consentement, bien sûr, et puis une contrainte de la victime. Je dois dire aussi qu'au Canada, la majorité sexuelle est de 16 ans, contrairement à la France où c'est 15, si ma mémoire est bonne, et que cette majorité est portée à 18 ans dans tous les cas où il y a un rapport d'autorité. Parental, ça peut être professeur, coach d'équipe sportive, etc. Alors, on a quand même des définitions semblables avec des nuances différentes. Alors, maintenant, pourquoi ce silence si grand est si terrible? Parce que beaucoup de témoignages qu'on a entendus à l'instant le rappellent. Beaucoup d'hommes demandent de l'aide. 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai vu des cas 50 ans plus tard. C'est parce que les garçons sont convaincus que si c'est arrivé à eux, ils ne sont pas normaux. Ils sont peut-être féminins, insuffisamment masculins, manquant de virilité, et puis que c'est pour ça qu'ils ont été ciblés. Que ce soit par leur père. Moi, j'ai vu, évidemment, j'en ai vu et entendu des centaines. Moi, j'ai vu des incestes, beaucoup par les pères, beaucoup par les grands frères, par les frères aînés, donc, beaucoup par des grands-pères aussi. Ça, je l'ai vu beaucoup, par des mères, par des grands-mères, par des grandes sœurs. Enfin, il n'y a pas de cas de figure que je n'ai pas vu en 40 ans. Alors, mais les garçons vivent beaucoup dans la mythologie de la condition masculine, hein, que si tu es un garçon, ce n'est pas supposé t'arriver parce qu'on en parle très peu. Moi, mon ouvrage là, que j'ai publié il y a 25 ans était le premier en langue française et j'ai pas beaucoup de concurrence depuis. Il y a très peu de recherches là-dessus. C'est très peu reconnu. Alors, les gars ont l'impression que ça n'arrive, ça peut pas arriver à eux, ça n'arrive qu'aux jeunes filles. Et que si ça leur arrive, c'est sûrement qu'ils ont quelque chose de féminin. Donc, vous voyez, une double honte. Les gens ressentent la honte d'avoir été agressés, mais une honte supplémentaire du fait qu'ils sont quand même de sexe masculin. Et puis aussi, dans ces mythologies, il y a aussi le fait que parfois les garçons racontent eux-mêmes, oui, mais j'étais curieux et puis, oui, mais on a profité, on a abusé de leur curiosité sexuelle. Beaucoup de pères aussi ou de grands frères présentent l'inceste comme une initiation à la sexualité, ce qui contribue beaucoup à la confusion dans la tête des garçons. Est-ce une initiation, une agression, un abus? C'est pas toujours clair parce que ce n'est jamais présenté comme étant une agression, bien sûr, par l'auteur de ces agressions-là. Alors, on a quelques mythes qui suivent. Alors, Samuel, c'est toujours là. Merci. Alors, le mythe, évidemment, et quelques témoignages l'ont rapporté, que c'est l'enfant qui a séduit l'adulte. Vous savez, des jeunes enfants qui ont violé des adultes, là, moi, j'ai jamais vu ça, j'en ai jamais entendu parler, et j'ai souvent été, surtout dans les années où j'étais travailleur social jusqu'en 1990, j'ai souvent été expert à la cour dans des cas d'agression comme ça. Et évidemment, c'est souvent le discours des adultes
de dire oui, mais l'enfant le cherchait, etc. Mais on sait bien que c'est faux. Alors, il ne faut pas entrer dans cette logique-là. La limite du malentendu aussi, c'était pas ça. De la pulsion, que la pulsion sexuelle masculine serait débordante et que même si c'est le père, le grand frère ou l'oncle et tout ça, ça pourrait s'expliquer, voire s'excuser. Puis souvent, bon, toutes les mythes et puis toute la littérature, l'initiation, vous savez, dans les sociétés antiques, notamment grecques, tout ça, c'est ramené, mais écoutez, des lois ont évolué depuis, les mœurs aussi, l'esclavage a été aboli, très heureusement. Mais tout cela fait en sorte que les jeunes garçons vivent une double contrainte parce que, et encore là, certains témoignants y faisaient référence, si le garçon va bien, ayant vécu ça, on lui dira, mais oui, mais tu vas très bien. Preuve en étant que c'est pas si grave, que bon, tu t'en fais pour rien, tu cherches à blâmer quelqu'un de ta famille pour des problèmes que tu aurais peut-être et que tu camoufles quand même assez bien. Ou si le garçon ne va pas bien, alors on dit, ah ben voilà, tu cherches à blâmer les autres et à culpabiliser les autres à cause de tes propres problèmes. Alors, vous voyez, il y a une double contrainte, hein, qui, à la limite, c'est quasi schizophrénique, parce que quoi que fasse le garçon, s'il va bien, il va trop bien, s'il va mal, il va trop mal, et dans tous les cas, c'est prétexte à ne pas l'écouter et surtout à ne pas reconnaître ce qu'il a vécu. Alors, dans ces sources de confusion, il y a comme l'auteur d'agression est toujours une personne parente, donc c'est une personne connue. Et puis, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est un abus de pouvoir? Est-ce que c'est trop d'affection? Parce que, encore là, les auteurs déguisent ou camouflent ou maquillent, si j'ose dire, leurs méfaits et leurs exactions sous toutes sortes de représentations autres. Alors, et puis aussi, les réactions physiologiques des garçons. Vous savez, il faut toujours différencier la réaction physiologique et la réaction physique. J'imagine que nous sommes entre adultes, nous savons tous comment sont faits, comment on est fait. Moi, je suis un garçon, je sais bien comment c'est fait un garçon. Alors, donc, on peut avoir des réactions physiologiques, même dans des contextes où ce n'est pas agréable du tout. Alors, ça veut pas avoir une érection, par exemple, ou ressentir de l'excitation. Ce n'est pas parce que c'est agréable forcément, mais ça peut être parce que notre corps est en bon état de fonctionnement tout simplement. Et la réaction est mécanique. Alors, il ne faut jamais, jamais, jamais suggérer ou prétendre que s'il y a eu une réaction physiologique, c'est qu'il y a eu une réaction de contentement dans l'esprit ou dans le cerveau. Ce sont des choses qui peuvent être complètement dissociées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certains garçons vont en parler eux-mêmes, là, de la dissociation possible entre le corps et l'esprit. Alors donc, cette relation d'amour-haine avec l'agresseur, parce que si c'est le père, le grand-père, l'oncle et tout ça, ce n'est pas un monstre à plein temps. Hein. Alors, les garçons vont nous raconter, oui, mais parfois il était gentil avec moi, mais bon, alors, bon, ça aide à constituer, à tricoter, à bricoler, si j'ose dire, ce pacte du silence. Et puis aussi, sans compter, et ça, on le verra tantôt, ça peut jouer beaucoup pour les garçons qui deviendront eux-mêmes agresseurs, voir l'agression comme un apprentissage, un type d'apprentissage à la sexualité. Alors, on continue de rouler parce qu'on en a quand même beaucoup. Fiche suivante. Alors, il y a chez les garçons en particulier un intense questionnement identitaire parce que le garçon se demande toujours, mais pourquoi c'est arrivé à moi et pas aux autres? Pourquoi dans ma famille? Et vous savez, parfois dans la famille, tous les garçons ont subi l'inceste, mais aucun n'est au courant de ce qui est arrivé aux autres. Moi, je l'ai vu souvent, en particulier quand j'étais travailleur social. Alors, chacun a l'impression que ça n'est arrivé qu'à lui, qu'il est le seul au monde, et il se sent donc très, très marginal, et pas normal aussi, parce que il se dit, ben, suis-je un vrai homme? Parce que si j'étais un homme, ça ne me serait pas arrivé. Donc, peut-être que je ne suis pas un véritable homme. Suis-je homo ou hétéro? C'est quand même une relation homosexuelle.
de type homosexuel, même si l'auteur, en général, les auteurs ne sont pas ou ne se revendiquent pas ni hétérosexuels. On sait que la grande majorité des auteurs d'agression chez les garçons sont commis par des hommes de tous âges qui se revendiquent, se reconnaissent, se définissent plutôt comme hétérosexuels. Ce qui contribue aussi au questionnement du garçon en disant « Oui, mais mon père, il aime les femmes. Il m'a violé, il a eu une relation sexuelle avec moi. Donc, est-ce que j'ai l'air d'une femme? Est-ce que je suis féminin, etc.? Est-ce que j'ai l'air homosexuel, bisexuel, etc.? » Alors, vous voyez, et parfois, ça peut induire aussi des fuites en avant dans l'homophobie, parce que le garçon va tellement vouloir se défendre d'être homosexuel. Moi, j'ai eu en consultation des garçons qui avaient commis des crimes homophobes, là, et qui étaient d'anciennes victimes d'agressions sexuelles. Alors ça aussi, il faut avoir la lumière rouge là, qui s'allume quand on a des personnes qui commettent des crimes homophobes. Alors, on roule. On est rendu, moi je suis déjà à la fiche suivante. Alors, autre séquelle possible, la surconsommation de drogue, la surconsommation d'alcool, je pense qu'on en a parlé déjà, les problèmes de santé, la suicidalité, les tentatives de suicide, les épisodes dépressifs chez les garçons victimes d'agressions sexuelles, c'est relativement courant. Et puis, bien évidemment, tous les problèmes d'ordre affectif, identitaire, relationnel, sexuel aussi, dans leur vie en couple ou pas. Et vous savez, presque dans 100% des cas, les garçons qui vont témoigner avoir été agressés sur le plan sexuel, en particulier sur le plan de l'inceste, ont des séquelles, mais ne consultent à peu près jamais en raison de l'inceste vécu. C'est toujours en vertu des séquelles. Là, on va consulter parce que des problèmes de pensée suicidaire, d'alcoolisme, de surconsommation de drogue, des problèmes dans sa vie de couple, dans sa vie sexuelle. Et c'est la porte d'entrée parce que ça commence à peine là que les hommes ou les garçons, les hommes de tous âges, en fait, consultent en raison de l'inceste même. On a depuis 25 ans au Québec des organismes spécialisés pour ces hommes-là dans la plupart des régions, pas toutes, mais dans la plupart maintenant. Ça aide, mais on part de très loin. Alors, on continue parce que le temps file. Alors, l'absence de reconnaissance sociale fait que justement que cette confusion est très grande parce que il n'y a pas de reconnaissance, ce n'est pas visible, cette réalité-là, et ce qui incite les garçons à culpabiliser, à se cacher, à rester silencieux. Alors, et c'est la raison pour laquelle il faut donner la parole aux hommes. Et il faut le faire dans les colloques comme aujourd'hui, c'est très bien, mais il faut le faire en tout temps, parce que ces hommes-là ont à reprendre leur parole, ou à reprendre leur vie en main, leur destin en main. C'est très important. Fiche suivante. Il existe différentes stratégies adaptatives chez les garçons. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le garçon plutôt fataliste qui va dire oui, mais c'est arrivé. C'était ma vie. Je suis victime un jour, victime toujours. C'est très difficile d'aider. Dans mon livre, là, je prends chacune de ces postures-là et j'essaie de montrer comment le suivi peut être modulé, si j'ose dire, de façon spécifique. Alors, le fataliste, c'est assez difficile d'aller chercher ses émotions et de le mobiliser vers un changement parce qu'il y a comme je dirais, une indifférence, presque une indifférence devant la fatalité. Le penseur ou le vengeur, ça ressemble beaucoup. Je vais un peu en parler en même temps. C'est les garçons qui pensent que ça fait partie de la vie. Et puis, le garçon qui se dit, ça m'est arrivé à moi, donc ça peut arriver à d'autres. Et à la limite, certains vont dire qu'ils peuvent eux-mêmes faire la même chose à d'autres. Alors là, danger, danger, danger. Il y a d'autres postures aussi qu'on voit à l'instant. Le sauveur, c'est presque l'inverse. Alors, le sauveur, c'est souvent celui qui va devenir justement professeur, travailleur social, psychoéducateur, et puis qui va dire, oui, mais ce qui m'est arrivé à moi, je veux pas que ça arrive à d'autres, je veux protéger les enfants. Moi, j'ai eu beaucoup de professeurs comme ça, là, qui sont venus en consultation et qui, malgré le malaise qu'ils vivaient,
se sentait comme une mission que ça n'arrive plus, ou le moins possible, à tout le moins, aux autres enfants. Le téméraire, on le retrouve beaucoup dans la prostitution, par exemple, dans la prostitution homosexuelle. On va trouver beaucoup de garçons qui, selon leur histoire, selon l'histoire qu'ils nous racontent, tout simplement, la prostitution sert à banaliser ou à surmonter en disant, maintenant, c'est moi qui choisis. C'est un peu ce que le garçon va nous raconter. Maintenant, c'est moi qui ai l'impression de dominer la situation. Tout ça. Remarquez que ce n'est pas toujours le cas, loin de là, mais c'est l'impression qu'ils ont. Et enfin, sans doute la posture la plus courante, le conformiste, celui qui se dit, surtout, je vais avoir l'air du garçon parfait à qui rien de cela n'est jamais arrivé. Alors, on tourne vite. Prochaine. La peur de devenir agresseur est très, 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 très présente. C'est pas un automatisme, loin de là. Seule une minorité des victimes deviendront eux-mêmes agresseurs, mais toutes ont peur de le devenir. Et beaucoup ont des fantasmes. Mais vous savez, un fantasme n'est pas fait pour être réalisé. Et d'avoir des fantasmes ne signifie pas non plus que les gens ont le goût, l'intention, sont motivés à réaliser ces fantasmes. Il faut faire très attention à ça. Alors, on continue. Quand l'agresseur est une femme, la mère, la grand-mère, la grande sœur, la cousine, mais ça arrive aussi. On sait, 80% des agresseurs sont plutôt des hommes, 90 disent certaines recherches, mais on pense aussi de plus en plus que les agressions commises par des femmes sont sous-déclarées. Écoutez, moi, j'ai plein de garçons qui m'ont raconté quand a été le temps de faire la déclaration aux policiers, il y a des policiers qui leur ont dit « J'aurais donc aimé ça, moi, être violée par ta grande sœur. » Ou « J'aurais donc aimé ça, moi, qu'une femme d'expérience m'enseigne. » Des policiers, là, voire des travailleurs sociaux qui tiennent des discours comme ça. Alors, vous comprenez que ça ne fait aucun sens et les garçons se sentent encore plus démolis, dévirilisés. Et bon. Alors, donc, on voit qu'il y a une difficulté supplémentaire quand l'auteur d'agression est une femme. Alors, il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Alors, l'aide offerte aux victimes, et ça, c'est important parce que c'est là-dessus que je veux terminer. C'est très important d'aider les victimes et de montrer que, quels que soient les services d'aide aux victimes d'exploitation, d'agression sexuelle, il y a une place pour les garçons. On a au Québec maintenant un réseau qui s'appelle les Phases, qui a été inauguré par le CRI-Phase. Vous pourrez taper ça, pas tout de suite, mais après ma présentation. CRI comme un cri, C-R-I, phase comme une phase, là. P-H-A-S-E, et qui a fait des petits dans la majorité des régions du Québec, qui sont des groupes dédiés spécifiquement, qui sont gratuits ou presque. Parfois, il y a de l'argent demandé, mais c'est très, très peu, c'est symbolique, qui donnent de l'aide aux garçons victimes d'agressions sexuelles, en particulier d'inceste. Et il y a des travailleurs sociaux, des psychologues spécialisés, parce qu'on a développé une spécialité là-dessus. Moi-même, j'enseigne ça là, depuis 30 ans passés. Alors, il y a des choses à faire, bien sûr. Alors, mais il faut que les services, pour que les gens consultent les services, il faut que les gens soient au courant que ces services-là existent, sont disponibles. Sinon, l'absence de services redit aux garçons une fois de plus que leurs paroles et leurs besoins ne sont pas légitimes. Alors, on continue. L'importance des services aussi plus inclusifs. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut enlever les services aux femmes pour les donner aux hommes. Je pense qu'il faut rendre des services plus inclusifs. Parfois, on me dit, oui, mais il y a des femmes qui ne veulent pas être en groupe, par exemple, avec des hommes. Ben oui, mais c'est bien compréhensible. Je ne dis pas de donner les services aux femmes et aux hommes simultanément dans la même salle, au même endroit, à la même heure. Je dis qu'il faut que l'ensemble des services aux victimes d'agressions sexuelles couvre les personnes de tout sexe et du genre, femmes, hommes, mais j'ajouterai aussi personnes trans et non-binaires. Ce sont les services qui doivent être mixtes et non pas les activités précises qu'elles comportent, bien sûr. Alors, encore plus sur les services inclusifs, si Samuel est toujours là. Merci. Alors, il y a deux choses à faire dans l'accompagnement. Il y a d'abord développer la résilience.
Ce n'est pas une fatalité d'avoir été victime. Je pense que, bon, c'est un Français qui a beaucoup popularisé cette notion de résilience, qui est Boris Cyrulnik. Alors, c'est la capacité de résister aux adversités de la vie, de se reconstruire graduellement en amenuisant nos facteurs de vulnérabilité et en maximisant nos facteurs de protection. Et je pense que comme aidants, travailleurs sociaux en particulier, on peut être véritablement des tuteurs de résilience. Et aussi, la fiche suivante montre très bien qu'il y a aussi toute la question de l'empowerment qui soutient la résilience. Alors, un dernier mot sur la résilience, c'est diminuer dans toute la mesure du possible l'impact, l'ampleur du problème. Vous savez, moi, j'ai eu des jeunes, par exemple, là, où l'agresseur avait quitté la maison, parfois où il était même décédé, mais l'enfant dormait dans le même lit, dans la même chambre où étaient survenues les agressions. Alors, ça n'aidait pas là, à la reprise en main de sa vie. Alors, il y a des réactions en chaîne. Et il faut que les gens soient protégés ou se sentent protégés dans un premier temps. C'est très, très, très important. Et soit dans un milieu, parce que même si l'agresseur n'est plus là, si le jeune ou ça peut être une personne adulte demeure encore dans une famille où on nie les agressions, où on culpabilise le jeune, où on le rejette, même j'ai vu des cas comme ça, où un jeune avait parlé, puis on disait, tu as sali la mémoire de ton grand-père ou de ton oncle, c'est terrible ce que tu as fait à ta famille. Il faut que le jeune quitte cette famille-là, là, parce que ce n'est pas un milieu viable pour lui. Parce qu'il faut que les victimes développent leur estime d'elle-même. C'est souvent la première chose qui est atteinte et attaquée par les agressions. Et puis, évidemment, les victimes, comme tout le monde, doivent développer des opportunités de vie positives, seules ou en couple, des projets de vie professionnels, personnels, couple, etc., des réseaux de soutien. Très important. Les phases au Québec, le réseau qu'on a développé pour les hommes, là, on met beaucoup l'accent sur les réseaux de soutien, d'avoir d'autres hommes qui, pour la majorité, ont vécu des choses similaires. Alors, entre pairs, on peut s'entraider. Alors, on continue parce que mon temps passe. L'empowerment, très important que les garçons voient qu'ils peuvent reprendre pouvoir, leur capacité d'agir sur leur propre vie. J'en parlerai à la toute fin, j'ai une minute. J'ai écrit aussi un ouvrage sur l'accompagnement, là, et je l'ajouterai dans les ouvrages en référence. OK. Alors, l'importance d'une véritable prévention, c'est important parce que très souvent, la prévention est destinée aux auteurs. On parle beaucoup au Québec et en France, je sais que c'est la même chose, de prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire de prévention une fois que c'est arrivé, de s'assurer qu'il y aura arrêt d'agir, prévention donc secondaire, prévention tertiaire, qu'il n'y a pas de récidive. Mais la prévention primaire, qu'il n'y a pas d'agression sexuelle, c'est à peu près pas traité nulle part, ni chez nous, ni chez vous. Mais c'est bien important qu'il y ait des campagnes. On débute à faire ça au Québec maintenant, où on s'adresse aux adultes. Les enfants et les ados n'ont pas à porter le poids de la prévention. Vous savez, quand on fait des campagnes de prévention de l'ivresse au volant, par exemple, au Québec, on en fait beaucoup, on ne dit pas « ne sortez pas sur la rue, il y a des gens ivres au volant ». On s'adresse aux gens ivres au volant et à leurs amis en disant « si vous êtes ivre au volant ou si vous voyez des gens qui sont ivres au volant, prenez leurs clés, dénoncez-les parce qu'ils vont faire des victimes. » C'est la même chose pour les agressions sexuelles. On doit s'adresser aux auteurs et à leurs proches pour leur dire que si on est témoin d'actes répréhensibles, fussent-ils en préparation, il faut dénoncer, il faut intervenir parce qu'il faut sauver des vies. La prévention primaire, c'est très important. Et on va terminer avec les quelques fiches qui viennent. La prévention, donc, on s'adresse aux causes des problèmes, ne pas faire porter. C'est bien de dire aux victimes, regarde, la prévention secondaire, c'est très bien de dire aux victimes, si tu es victime, voici où t'adresser. C'est très bien, là. Il faut travailler là-dessus. Mais on ne doit jamais négliger la prévention primaire, d'autant que la prévention primaire, c'est souvent une occasion d'en parler sur le plan public et de montrer que comme société, on reconnaît que ça existe,
on veut prévenir et on veut mieux agir aussi pour soutenir les victimes. Moi, j'ai fait partie d'un petit comité là, ces 2-3 dernières années, expert pour conseiller le ministère, la ministre de la Justice. Bon, c'est un ministre maintenant, ça a changé, mais et on a fait 190 recommandations qui ont toutes été acceptées par le gouvernement québécois pour mieux soutenir les victimes de tout sexe et de tout genre. Et on travaille là-dessus, là, sur l'implantation de tout ça. Mais il y a beaucoup de choses à faire. On part de très loin. Il faut que les victimes se sentent retenues. Nous, dans ce comité, on a entendu 400 victimes. On a reçu plus ou moins 400 mémoires aussi. Et on a vu que la justice aussi là, doit être à l'écoute, pas seulement les personnes intervenantes. Alors, on a presque terminé. Pour en savoir plus, je pense que moi, j'ai fait en 30 ans, depuis, je cherchais 3 recherches. 2 ont donné des ouvrages. Ça arrive aux garçons que vous trouvez facilement parce que c'est dans la petite bibliothèque Payot en Europe. Un autre qu'on trouve plus au Québec, là, Réagir après le silence. Et c'est spécifiquement une recherche qui portait sur les agressions, notamment l'inceste auprès des personnes LGBTQI. J'enseigne aussi depuis longtemps, là, j'ai enseigné 43 ans, l'intervention sociale, notamment auprès des victimes d'agressions sexuelles et d'inceste. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. C'est le livre, l'ouvrage Le métier d'aider. Je pourrais l'ajouter dans les références. Alors voilà, je crois que je suis arrivé dans mes 35 minutes. Je suis tout content de moi. Alors maintenant, pour moi, le plus intéressant est à venir puisque c'est la réaction de Samuel et surtout vos questions à vous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé rondement mené. Tu as galopé, ce qui nous a permis de rester dans le timing. On va essayer de garder le cap en donnant la parole au public pour 1 ou 2 questions. Juste quand même préciser des points importants, je pense, dans ce que tu décris. Ce qui est important dans les statistiques en épidémiologie, c'est quand même que ce sont les minorités visibles qui sont les plus exposées à la question. Donc on voit enfin qu'on est toujours sur la thématique de la domination. Finalement, l'agression sexuelle, on le voit, est un outil de guerre qui est utilisé dans les conflits ethniques. On voit quand même que c'est un outil de la domination. Et je crois en fait que nous ne devons pas négliger que beaucoup de ces mécanismes partent d'un rituel d'apprentissage à la domination dans notre système et que finalement, les plus forts dominent toujours les plus faibles et puis c'est ceux qui arrivent en bout de course, c'est-à-dire les enfants qui sont naturellement les plus exposés. Ça, c'est un point qui me paraît important à évoquer. Je pense que ce que tu évoques aussi qui est important, c'est la question de la confusion dans l'identité qu'on retrouve chez les garçons comme chez les femmes, chez les jeunes filles, qui savent plus, elles sont paumées. Ils sont paumés parce qu'en fait, comme tu le dis, il a pu y avoir de l'excitation que l'environnement peut assigner à du plaisir ou du désir puisque tu as eu une réaction, c'est que peut-être il y a quelque chose qui se passe. Ce qu'on voit aussi, c'est quand même ce que tu dis, le mythe de la projectivité des adultes sur le monde des ados qui sont hypersexuels, des enfants qui viendraient chercher aguicher les adultes. Je crois qu'en fait, toutes ces théories projectives doivent être interrompues, cesser pour laisser l'enfant à la place d'enfant qu'il doit avoir, d'un monde de tendresse, où il veut grandir, se questionner, s'intéresser. Et ça me paraît important que tu aies pu évoquer le mythe, en fait, la construction de l'adulte qui voit chez l'enfant quelque chose de provoquant, qui n'est que projectif, de la même façon qu'une maman fragile peut identifier que son bébé qui crie la provoque. Voilà, je crois en fait que là, il y a quelque chose qu'il faut interroger. On le voit bien chez les parents, lorsque notamment il y a des agressions au sein de la fratrie. On voit en fait la théorie qui se construit de celui qui a cherché qui. Donc par exemple, j'ai une maman qui vient avec sa fille qui a été agressée par son grand frère, mais elle s'est rebiffée. Et devant moi, la maman lui dit « Oui, mais ça faisait un moment que je te disais qu'il fallait que tu arrêtes de porter des petites jupes maintenant que tu as 2 grands frères à la maison qui sont en âge sexuel. » Je crois qu'en fait, quel est le message qu'on lui assigne? C'est que finalement, c'est à elle de se contrôler parce que les garçons pourraient l'agresser naturellement si elle ne fait pas attention. Donc je crois en fait que ça sont des éléments qui me paraissent importants. Enfin, juste quelques éléments avant de donner la parole, c'est quand même dans l'accompagnement, stabiliser la relation avant de commencer à toucher à cette question.
créer les enjeux d'une relation sécure, de tendresse, de bienveillance, accueillir, on le voit bien, toutes ces pauvres victimes qui n'ont pas été accueillies, compris par leurs thérapeutes, des thérapeutes qui vont rationaliser le vrai et le faux, comme si c'était à nous de chercher à savoir ce qu'il en est. Accueillir la parole là où elle est, inconditionnellement, me semble être fondamental. Et malheureusement, on voit encore qu'on coupe les cheveux en quatre pour savoir si finalement la parole est crédible. Il faut cesser en fait ces pratiques thérapeutiques, à mon avis. Je pense stabiliser, créer une vraie relation sécure, accueillir la parole là où elle est, petit à petit donner de la ressource, comme tu le dis, de l'empowerment. En France, on voit toujours le négatif, le défaut, le symptôme, ce qui va pas. Je crois en fait que nos patients, ils ont besoin qu'on croie en eux, qu'on évalue leurs ressources, leurs compétences, là où ils peuvent tracer un chemin de destinée pour se résilier et croire en eux et avoir du pouvoir. Et ça me paraît important de l'imputer dans nos modèles de traitement. Effectivement, développer du réseau social, dire aux victimes que quand on est très victime, on n'arrive plus à demander de l'aide et on s'isole et que c'est le pire des choix, mais que c'est les choix du cerveau autonome et qu'ils n'y peuvent rien, ce n'est pas de leur faute, mais qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus, de s'entourer, de demander de l'aide, parce que quand un enfant va demander de l'aide, c'est qu'il va mieux. Et je crois en fait que développer la résilience, c'est aussi, pour finir, ça me paraît fondamental, cette question de la loyauté, c'est la question de notre rapport infantile aux adultes qui ont pu nous impressionner, nous idéaliser, nous terroriser. En fait, cette loyauté est toujours vivante. Elle est enregistrée cérébralement et tant que le cortex n'a pas fait son travail de mettre à distance, on se comporte toujours comme des enfants vis-à-vis de nos autorités d'adultes. Et c'est ce travail aussi qu'il faut faire, c'est-à-dire la résilience, et permettre de mettre un peu de distance avec cette loyauté de l'enfant à l'adulte. Et c'est pour ça que, comme aidant, on doit être des personnes bienveillantes et écoutantes. Je pense que la plus grande qualité dans la relation d'aide, c'est d'abord de prendre le temps d'écouter la parole de l'autre. Comme intervenant, c'est la première qualité, la qualité d'écoute. Et puis, on aura tout le temps de chercher. Puis, les solutions, comment bonifier la vie de ces jeunes-là, ou c'est moins jeune, parce qu'il y a des hommes de 60, de 70 ans qui consultent aussi et qui ont des séquelles gravissimes, précisément parce que ça fait 50 ans que cette bombe à retardement est à l'intérieur d'eux, là. Alors, oui, je pense qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait des spécialistes, là, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que chacune d'entre nous, nous sommes les spécialistes dans le sens que nous sommes disposés à reconnaître cette réalité et à aider les gens souvent désespérés qui ont tellement besoin de secours. Peut-être une question ou deux dans la salle. Est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer? Alors, une question devant, là, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Isabelle Fréchon, je suis chargée de recherche et j'ai présenté juste avant, mais je ne pense pas que vous ayez entendu. Une chose qui était très intéressante, c'est que vous avez parlé, je dirais, d'une problématique typiquement québécoise, les autochtones, et vous avez aussi parlé de peut-être une invisibilité d'une population qui serait les nouvelles populations migrantes. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Parce que effectivement, là j'ai regardé, il y a parmi les enfants qui sont protégés, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut revoir dans les dossiers des enfants placés, ce ne sont que des situations d'enfants qui sont nés en France, de parents nés en France. Et il y a une invisibilité totale d'enfants qui auraient été victimes d'inceste et nés à l'étranger ou même de parents nés à l'étranger. Oui, ben effectivement, c'est dans l'action sur le terrain, dans la relation d'aide qu'on peut voir ces différences-là, parce que souvent les recherches, au Québec, on demande pas où les gens sont et on ne sait pas et on peut pas le savoir. Pour les Autochtones, c'est un peu différent parce qu'on a des recherches spécifiques aux Autochtones et puis et on reconnaît la réalité. Et on sait que ici, en 30 secondes, là, les enfants autochtones pendant presque 100 ans ont été enlevés de force à leur famille
pour les christianiser et pour qu'ils ne parlent pas les langues et n'adoptent pas les coutumes autochtones. Ils étaient placés dans des pensionnats élevés leur vie durant par des religieux, des religieuses, où il y avait énormément de violences physiques et sexuelles. Des centaines, probablement des milliers d'enfants sont morts, battus à mort, là, sans compter ceux qui ont été violés. C'est terrible. Évidemment, ça a laissé des séquelles dans les cultures autochtones, dans les nations. Au Québec, il y a 12 nations autochtones. Terrible, terrible, terrible. Et c'est parce que vous comprenez que pendant 100 ans, les parents n'ont pas élevé des enfants et pratiquement tous les survivants des nations autochtones étaient passés par ces organisations religieuses qui les prenaient, qui les arrachaient pendant plus ou moins 10 ans à leurs parents, où ils étaient violés, battus, abusés de toutes les façons possibles et imaginables. Et ça fait des scandales immenses. On est encore en train de régler ça. Ça ne peut pas s'effacer, mais on essaie d'aider au moins les victimes et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais il y a eu une négation. Je parlais tout à l'heure de négation collective, mais personnelle, mais il y a une négation collective. Parce que ça a été, pendant une centaine d'années, systématique. Toute une population était systématiquement agressée physiquement, sexuellement, psychologiquement aussi. On leur interdisait de parler leur langue, de se parler entre eux. C'était de violence inouïe. Alors, c'est pour ça, comme société, moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on a le sentiment d'avoir du rattrapage à faire parce qu'on porte cette culpabilité et puis il faut la reconnaître, là. Ça n'a aucun sens d'avoir sacrifié autant de vie et de l'avoir fait, comment dirais sans presque... il y a eu très peu de poursuites judiciaires. Là. On commence à avoir des poursuites judiciaires là-dessus. Et souvent, les religions ont 80, 90 ans et tout ça. Mais il faut, quand on peut le faire, qu'il y ait des conséquences. Sinon, on dit que ce ne sont pas des crimes. Or, ce sont des crimes odieux. Hélène. Alors, une remarque, Hélène Romano, psychothérapeute. Sur la question des mineurs isolés, on en a quand même beaucoup qui sont pris en charge en France, avec une vraie problématique dont un certain nombre sont issus de viols génocidaires. Et quand il y a des fratries, on voit dans le cadre d'expertise qu'il peut y avoir des passages à l'acte. Donc c'est juste pour une remarque générale. Sur les prises en charge thérapeutiques, je pense vraiment important d'évoluer peut-être, de changer le paradigme sur l'élaboration de la demande. Des personnes qui ont été exposées à des violences, à des traumatismes, n'ont pas la capacité de solliciter une demande. Il faut du temps, une temporalité. Moi, je prends souvent cette métaphore, quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiaque, avec le SAMU, auquel j'ai des services d'urgence auxquels j'ai longtemps participé. Si on attend l'élaboration de la demande, en train d'agonir, il va mourir sur place. Une personne victime psychiquement, elle n'est pas en capacité d'élaborer une demande. Et c'est donc aux professionnels, sans l'intruser, sans être dans l'obligation à la réaction. Et ça, c'est vraiment très important, de savoir trouver la bonne distance, de se mettre à hauteur de cette victime-là, de cette personne blessée psychiquement, en ne jamais, en tout cas je pense que c'est pour moi une véritable position éthique, en ne jamais la réduisant à son statut de victime. On n'est pas condamné, ça fait pas une identité d'avoir été victime. Je pense que c'est important de le dire, et aussi de cesser avec cette espèce peut-être de réassurance sociétale qui est de dire on va réparer. Non, faut pas mentir aux gens. Un traumatisme, il se répare jamais. Une réparation d'enfance, elle se répare jamais. Votre enfance, elle a été anéantie. Votre vie d'adulte, elle est jamais ce qu'elle aura été, ce qu'elle aurait pu être sans ce vécu-là. Mais on apprivoise ses cauchemars, on apprivoise sa douleur, on apprivoise sa souffrance. On en fait des fois des alliés, on en fait une force, certaines fois, pas pour tous. Et je mettrais en effet peut-être un bémol sur la question de la résilience, qui est en effet un concept extrêmement important pour permettre aux personnes de dire qu'elles ne sont pas condamnées à souffrir à vie. Mais dans le grand public, c'est des fois très mal compris, avec l'idée « tu souffres encore, tu n'es pas résilient ». On n'a pas la molécule à résilience, c'est pas un gène. Mais je précise bien, pas pour vous, mais pour le public, que la résilience, c'est surtout pas l'oubli. On n'oublie jamais ce qu'on a subi. On l'apprivoise et on peut en faire une force. Mais pour ça, il faut être écouté. Il faut être écouté par des gens qui comprennent qu'on n'a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'on a subi. Madame, merci. Nous partageons tout à fait la même approche. Je suis bien content que vous l'ayez résumé en 2 minutes.
OK. Ouais, moi, j'avais une question qui était... Oui? Parce que en tant que victime, puis vous comprendrez que je suis québécois moi aussi, parce que mon accent est visible, là, mais c'est la question de votre point de vue, vous, en tant que spécialiste universitaire, comment vous voyez l'accès public aux soins de santé pour les personnes victimes d'inceste? Parce que moi, je vois que c'est un désastre au Québec, les soins de santé publics, puis ça existe quasiment pas. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Ouais? Pour ça qu'on a créé les phases, qui sont des organismes communautaires. C'est pas des médecins. Mais qui ne relèvent pas de l'État. Et c'est pour ça aussi qu'on a remis un rapport de 190. On a remis un rapport il y a 1 an et demi de 190 recommandations qui ont toutes été acceptées par les ministères concernés pour bonifier, développer, étendre l'aide aux victimes, parce que pendant les 2 ans qu'on a fait notre petit comité, là, qu'on a entendu des centaines de personnes, des centaines. Votre point de vue, c'est celui qu'on a entendu constamment et dont on se doutait fort déjà, là. Il n'y a pas suffisamment de choses, c'est pas suffisamment reconnu. L'État doit s'impliquer davantage. Par exemple, je vais vous donner un exemple de recommandation. Par exemple, les gens avaient auparavant une limite dans le temps pour réclamer de l'aide. Hein? Alors maintenant, ça a été aboli maintenant. Il n'y a plus de limite dans le temps. Même si vous avez été victime d'inceste il y a 50 ans, vous pouvez réclamer de l'aide. C'est toutes des petites ou des grandes choses. L'accompagnement au tribunal, l'accès au service. Oui, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Beaucoup de choses. Au niveau de la médecine, puis là, je parle de la médecine parce que CRIFAS, bon, il y a des avantages à CRIFAS. Je pourrais avoir des critiques aussi, mais c'est pas des médecins. C'est pas des psychiatres, c'est pas des gens en neuropsychiatrie ou peu importe, parce qu'il y a plein de savoirs qui sont développés dans les dernières années, notamment ici en France, où il y a beaucoup de médecins qui travaillent sur ces questions-là, mais je vois pas ça arriver chez nous. Puis je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Mais en tout cas, si le gouvernement veut changer, tant mieux, mais c'est pas ce que je vois pour le moment. Il faut former les médecins. Il faut former les médecins. Moi, je peux vous dire que je suis à la retraite, là, mais je vais passer bientôt des entrevues pour engager des médecins qui précisément vont travailler là-dessus, là. Alors, donc, ben oui, il faut engager, il faut motiver les gens à se spécialiser là-dedans aussi, là, parce que il y a un besoin, mais vous savez, les gens, les spécialistes doivent être volontaires, doivent se former eux-mêmes. On ne peut pas forcer les gens. Mais moi, comme vous, j'appelle de tout mon cœur et de toute mon énergie qu'il y ait davantage de spécialistes dans tous les champs, autant en médecine, en travail social, en psychologie, bien sûr. Mais ça s'en vient. Moi, j'accepte de travailler bénévolement là, pour mon université, pour développer notamment ces choses-là. Je crois beaucoup en ça, mais je sais qu'il y a un coup à donner, un coup d'épaule à donner, assurément. Okay. Merci. Je veux juste faire un petit commentaire. J'ai dit chez nous, mais en même temps, on est sur des territoires autochtones. Alors, c'est toujours bon de se rappeler ça, puis je suis content que vous ayez approché cette dimension-là. Merci. Bonjour, Monsieur Doré. Vous dites qu'il n'y a plus de limite dans le temps pour réclamer de l'aide et pour porter plainte. Au Québec, il n'y en a plus, là. Au Québec, en tout cas. Et pour porter plainte, c'est la même chose? Oui. Oui, c'est par rapport à nous, hein? Oui, mais on s'est battu pour ça, et c'est tout récent, là. Mais on s'est battu comme ça, et notre comité s'est battu, les victimes se sont battues. Il faut vraiment faire changer les lois, faire changer les pratiques, parce que c'est comme les victimes sont comme prisonnières là de délais qui n'ont pas lieu d'être, parce que souvent les victimes ont des blackouts, ont toutes sortes de façons d'oublier un passé qui est tellement douloureux, et ensuite on les punit et on les culpabilise en disant ah ben oui, puisque tu avais oublié ou que tu n'étais pas prêt à en parler, tu seras puni pour ça, on ne peut pas t'aider, tu ne peux pas aller au tribunal, etc. Ça n'a aucun sens. Mais il faut crier votre décision sur l'imprescriptibilité. Ça date de quand, cette décision prise par vous? Tout à fait, ça date de quelques mois. Ah bon? Je pensais que c'était plus vieux que ça. Non. C'est une des conséquences du travail de notre comité, là. Depuis, je vous dirais depuis 6 mois, 1 an et demi, ça fait 1 an et demi que les recommandations sont en application. Il y a un suivi maintenant psychosocial aux victimes. Aussitôt qu'une victime est là, veut porter plainte, demande, il y a un accompagnement qui devrait s'étendre graduellement
à la grandeur du Québec, mais c'est en train de se mettre en place. Et même si nous, on n'est plus en poste comme conseiller au ministère, on est consulté là-dessus et ça nous fait plaisir de travailler bénévolement là-dessus parce qu'on est très conscient qu'il y a tout reste à faire. Il ne suffit pas seulement d'être conscient des problèmes, il faut trouver des solutions à ces problèmes. En tout cas, ce que vous avez mis en place au niveau, au Canada, au niveau des mineurs agresseurs d'autres mineurs, est également une avancée très importante par rapport à ce qui est fait en France. Bravo. Oui. Oui. Merci. Oui, il y a ça aussi. À mon université, on a beaucoup d'étudiants qui sont devenus des spécialistes là-dedans. Je suis très fier d'eux autres. Merci beaucoup, Michel. Merci. Je crois qu'on va arrêter là pour la visio. Merci beaucoup.